Salut tout le monde, je voulais juste vous faire un petit message pour vous dire que quand on dépassera les 1000 abonnés, je vous prévois une petite surprise dont je vous parlerai un petit peu plus en fin de vidéo. Je vous laisse avec notre histoire du jour. Bisous. Aujourd'hui, les planches Ouija sont très connues. On dit qu'elles permettent de contacter les esprits et d'obtenir des réponses d'êtres surnaturels ou d'êtres chers qu'on a perdus. Mais avant Ouija, il y avait la planchette. Inventée à Paris dans les années 1850, la planchette était une méthode d'écriture automatique. Comme les planches Ouija d'aujourd'hui, la planchette c'était une planche de bois en forme de cœur. Mais elle était beaucoup plus grande, reposait sur des roues ou des roulettes et avait une fente au centre pour y glisser un crayon. Une ou plusieurs personnes posaient leurs mains sur la planchette et regardaient les messages s'écrire. Depuis, les Ouija ont conquis le grand public, elles sont vendues facilement, et si parfois elles sont utilisées pour s'amuser, elles ne devraient pas être prises à la légère. Vous allez voir qu'elles ont parfois entraîné des drames, et je vais vous parler de deux d'entre eux en particulier. Alors vérifiez que vos portes sont bien fermées, vérifiez que vous êtes seul chez vous, vous regardez Rétrocrime. Notre histoire commence en mars 1916 à Astoria, dans l'État de New York, lorsque Dorothea Irene Kellinack est déclarée une réplique exacte en chair et en os de la Vénus en marbre du Louvre. L'article disait que Dorothea avait des lignes souples, un charme saisissant et un corps parfaitement modelé et parfaitement géré. L'article du Washington Post, lui, était accompagné d'une photo d'elle portant une robe bustier longue, avec à côté un tableau comparant ses mensurations à celles de la Vénus de Milo. Elle a raconté qu'elle portait un corset ample et qu'elle aimait boire du vin au dîner et manger des bonbons, ce qui lui avait donné ses courbes. Elle a aussi ajouté qu'il est important pour les femmes d'avoir une carrière pour rester mentalement alerte. À l'époque, elle se produisait en tant que chanteuse à New York. Elle avait étudié à la London Academy of Music et elle voulait être actrice de théâtre ou de cinéma. Elle avait aussi passé du temps dans des universités à Dublin, Leipzig, Paris et Berlin. Elle a apparemment reçu des centaines de lettres et de demandes en mariage, mais au début de 1918, elle finit par s'enfuir avec Ernest Turley, qui était dans la marine, pour se marier avec lui. En décembre 1918, alors qu'ils vivaient à Boston, ils ont une fille, Mattie, et 1 an ou 2 ans plus tard, ils ont un fils, David. Ils ont ensuite déménagé en Californie, puis en août 1933, ils ont déménagé en Arizona car Dorothea souffrait d'asthme et l'air de l'Arizona était censé être bon pour ses poumons. Ils vont donc s'installer dans une zone assez rurale dans les White Mountains près de Springerville, et leur maison était une petite maison que j'ai vue décrite comme une cabane et leurs seuls voisins étaient des éleveurs de bétail. Dorothea n'était pas très heureuse de sa nouvelle vie, elle était passée d'une reine de beauté raffinée à New York à une vie simple dans une petite maison avec un militaire. Surtout, il faut se rappeler que c'était l'Arizona de l'époque de la Grande Dépression, donc c'était pas hyper festif et vivant comme endroit, quoi. Les journaux contemporains ont déclaré que le salaire de son mari ne correspondait pas à son désir d'avoir un style de vie somptueux. C'est en s'ennuyant dans sa vie qu'en 1933, Dorothea aurait commencé à faire deux choses. Vers septembre, 1 an après leur déménagement à la campagne, elle a commencé à jouer avec une planche Ouija. Un jour, en se promenant, elle a vu des grandes roches. Elle a interrogé la planche Ouija sur les rochers qui lui auraient répondu que de l'or était enfoui en dessous. Elle a alors convaincu Ernest, son mari, de creuser et de dynamiter pour essayer de trouver l'or, mais au final, sans succès. Tout cet épisode a fini par provoquer une dispute entre le couple qui dura plusieurs mois. Un article affirme qu'elle lui aurait crié « Chaque fois que je te regarde, j'ai envie de te tuer ». Mais c'est possible que le journaliste ait embelli la chose pour une meilleure histoire, car en réalité, personne ne sait qui lui aurait rapporté ces faits. Mattie et David ont tous les deux déclaré plus tard que pendant que leur père faisait sauter les rochers, leur mère passait du temps avec un jeune cow-boy. Et donc l'autre chose qui s'est produite peu de temps après leur déménagement en Arizona,
c'est que Dorothea a rencontré un cow-boy de 22 ans nommé Ken Pierce. Le jeune cow-boy avec qui ses enfants ont rapporté qu'elle avait passé du temps. C'était un cow-boy comme on en voit au cinéma, grand chapeau, foulard, pantalon serré, jambes arquées. Comme Dorothea, Pierce rêvait d'une carrière cinématographique. Matty a témoigné que sa mère et Pierce sortaient fréquemment de la ville avec Matty, qui avait 14 ans à ce moment-là, et un ami de Pierce sur la banquette arrière. Au même moment, Dorothea et Matty jouaient ensemble avec la planche de Ouija. La planche aurait commencé à dire que Matty devait tuer son père pour libérer sa mère, et la planche lui aurait précisé qu'elle n'aurait pas d'ennui si elle le faisait. Dorothea aurait commencé à interroger son mari sur ses polices d'assurance vie. Il en avait 2 d'une valeur de 5 000 $ chacune, ce qui correspond aujourd'hui à près de 100 000 $. Elle et Matty ont également apparemment commencé à interroger Ernest sur la portée des armes en lui demandant à quelle distance il fallait être pour tuer un cerf. Le 8 novembre 1933, lors d'une nouvelle session de Ouija, la planche a déclaré que Matty devait tuer son père. La mère et la fille ont ensuite utilisé des cartes de tarot pour confirmer la commande, et Matty a expliqué plus tard que la reine de cœur devait représenter la mère, le roi le cow-boy qu'elle voulait épouser, le 10 de diamant le père, et l'as de pique la mort. Apparemment, le roi et la reine sont apparus ensemble et le 10 de diamant et l'as de pique sont apparus ensemble plein de fois d'affilée. Ça signifiait la mort pour Ernest. La semaine suivante, le 17 novembre 1933, une moufette s'était glissée sous la maison familiale et avait commencé à faire beaucoup de bruit, donc la famille ne pouvait pas dormir. Le lendemain, c'était l'anniversaire de David, et Dorothea et David étaient sortis faire des courses pour un repas spécial ce soir-là. Matty, elle était restée à la maison avec son père pour essayer de l'aider à attraper la moufette parce que sa maman lui avait demandé. Dorothea et David, quand ils sont partis, auraient laissé Matty qui tenait un fusil de chasse chargé et qui mangeait une pomme. Avant de partir à la recherche de l'animal, Ernest était allé traire leur vache et elle l'a suivi tenant toujours son arme chargée. Puis quand il est retourné dans la maison, Matty s'est décidé. Soudain, 2 coups de feu ont retenti et Ernest a été touché dans le dos. Quand Ernest est retourné, il a vu Matty à genoux tenant le pistolet. Elle était extrêmement bouleversée de l'avoir blessé et elle s'est précipitée vers son père. Il a supposé que c'était un accident et l'a réprimandé en disant qu'elle devait être plus prudente et que ça lui servirait de leçon avant de l'envoyer chercher de l'aide. Donc le mec vient de se faire tirer dessus 2 fois et il prend le temps de faire une leçon de morale à sa fille dans le plus grand des calmes. Dorothea et David rentraient à peine à la maison quand Matty sortait. L'adolescente leur a dit qu'elle avait accidentellement tiré sur son père. Elle a expliqué qu'elle avait trébuché, ce qui avait fait partir l'arme. Quelques heures plus tard, le médecin et des voisins étaient venus. Le cow-boy, Ken Pierce, aurait tenu la lampe pendant que Dorothea s'occupait d'Ernest. Donc Dorothea, vraiment, zéro honte. Matty était hystérique et les gens se sentaient mal pour elle. Les policiers sont venus et on semblait croire l'histoire de Matty, mais l'un des officiers était méfiant car il avait remarqué que les balles avaient voyagé vers le bas dans le corps d'Ernest, comme si elle s'était tenue avec le pistolet à l'épaule. Si Matty avait tiré d'en bas comme elle le racontait, les tirs seraient montés vers le haut. Quand le policier a évoqué ses soupçons, Matty a tout déballé et sans pouvoir se contenir, elle a avoué qu'elle avait intentionnellement tiré sur son père parce que la planche Ouija le lui avait dit. Elle a témoigné. Je me suis souvenu à quel point c'était important pour maman qu'elle épouse son beau cow-boy, alors j'ai levé le pistolet rapidement et j'ai tiré les 2 canons. Interrogée sur la séance de planche Ouija, elle a dit qu'elle et sa mère avaient utilisé la planche ensemble et la planche avait épelé « Papa doit mourir ». Quand elle avait demandé qui allait le tuer, la planche a répondu MT, donc les initiales de Matty. J'ai demandé à maman si je devais faire ce que la planche Ouija disait et elle m'a dit qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à sa demande. Elle a également déclaré « Maman m'a dit que la planche Ouija ne pouvait pas être refusée et que je ne serais même pas arrêtée pour l'avoir fait. » Matty a dit plus tard qu'elle avait presque perdu son sang-froid et n'avait pas tiré, mais en pensant à ce que ça signifierait pour sa mère, elle l'avait finalement fait. Quand Dorothea a entendu parler de la confession, elle a flippé. Elle a dit que les policiers avaient interrogé Matty et l'avaient intimidée au point qu'elle aurait avoué tout et n'importe quoi.
Mais Mattie, elle a déclaré qu'elle n'avait pas été maltraitée, qu'elle a dit la vérité parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Dorothea a soutenu que la fusillade était accidentelle et au départ, il semblait qu'Ernest y survivrait. Le 22 décembre 1933, Mattie a plaidé coupable à une accusation de tentative de meurtre et le procureur du comté a recommandé qu'elle soit envoyée à l'école publique pour filles pendant 6 ans. L'avocat a semblé quelque peu sympathique et a déclaré qu'elle était très brisée par toute l'affaire. C'est donc ce qui s'est passé et j'ai essayé de trouver ce que je pouvais sur l'école publique pour filles qui a été ouverte en 1928, mais il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet, probablement parce qu'elle n'a existé que pendant environ 8 ans. L'Arizona State School for Girls se trouvait à Randolph en Arizona et il semble que l'école hébergeait des filles ayant des problèmes de santé mentale, en plus des filles ayant un passé criminel. L'école a fermé en 1936 en raison d'un scandale causé par des relations intimes présumées entre les filles et les prisonniers de la prison d'État de Florence qui s'occupaient des travaux d'entretien de l'école. Les filles ont ensuite été transférées dans une institution religieuse privée qui, je pense, était affiliée à un couvent. Selon Mattie, lorsqu'elle a été emmenée pour commencer à purger sa peine, Dorothea lui aurait dit d'un ton froid et sarcastique « Je te remercie de ta coopération, sois une bonne fille ». Pendant ce temps, en décembre 1933, la condition d'Ernest s'est aggravée. Il était dans un hôpital local, mais a ensuite été emmené dans un avion des Marines américains vers un hôpital de la base navale de San Diego. Pendant son séjour à l'hôpital, il a déclaré « Quand je pourrai, je retournerai en Arizona pour poursuivre ma fille avec toute la rigueur de la loi pour cette tentative de me tuer. » Il est mort à San Diego le 26 décembre 1933, un peu plus d'1 mois après avoir été abattu, et 4 jours après l'audition de Mattie. C'était un gros problème pour Dorothea, parce que tout à coup, c'était une affaire de meurtre, et donc elle a été détenue comme complice avec une caution de 5 000 $. Dorothea, à son procès, a fait l'objet de nombreuses couvertures médiatiques, et le procès en lui-même a été décrit comme un spectacle mondial. La mère et la fille se faisaient face dans une salle d'audience bondée, et Mattie s'en tenait à son histoire. Un jeune apprenti cow-boy du nom de Pollard Whitbank jurait que Ken Pierce et Madame Turley passaient la plupart de leur temps ensemble, en sortie, dans les bras l'un de l'autre. Une voisine a témoigné que l'accusée avait dit qu'elle aimait Pierce et qu'elle voulait l'épouser. Mais Pierce, lui, à la barre, de son côté, il a nié tout espoir de mariage. Dorothea Turley a été condamnée à 20 ans de réclusion. Pour rappel, son jury était composé de 12 hommes, puisque les femmes n'étaient pas autorisées à faire partie des jurys de l'époque, et il était composé de cow-boys et d'éleveurs, ce qui ne semble pas non plus être un public sympathique pour l'affaire du meurtre d'un autre éleveur. La principale preuve contre Dorothea, c'était le témoignage de Mattie. Mattie a dit qu'elle avait été dirigée par le conseil de la planche Ouija pour tirer sur son père afin que la mère puisse épouser un beau cow-boy, comme elle le dit. Jusqu'au bout, Dorothea a insisté sur le fait que Mattie avait accidentellement tiré sur Ernest. Le frère de Mattie, David, aurait dit à sa mère « Maintenant, tu as fait ce que tu voulais lui faire, j'espère que tu es satisfaite. » En prison, Dorothea va travailler à la bibliothèque, puis le 20 mai 1935, elle a plaidé devant la Cour suprême pour que sa condamnation soit annulée. En juin 1936, après avoir passé 2 ans derrière les barreaux, la Cour suprême de l'État a accordé à Dorothea un nouveau procès. Mais finalement, gros plot twist, parce que le juge a rejeté les accusations d'agression au premier degré, et le procureur général a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour qu'il y ait un deuxième procès. Donc Dorothea a été acquittée le 12 septembre 1936. Elle est sortie libre de ce procès. Elle a déclaré aux journalistes qu'elle prévoyait d'obtenir la libération de sa fille de l'école publique et de la ramener dans l'Est. David, il avait été envoyé vivre avec la mère de Dorothea dans le Queens à New York et Dorothea a dit qu'elle et Mattie iraient vivre là-bas avec eux. Mais au final, Mattie ne voulait pas aller vivre avec sa mère. Je peux pas imaginer pourquoi. Elle a d'abord refusé de voir Dorothea, mais ensuite elle a accepté de la voir seulement pour lui dire qu'elle ne voulait plus jamais la revoir. Donc en avril 1938, Dorothea poursuivit Thelma Brainford Bailey, qui avait été directrice de l'école de correction où Mattie avait été, et elle a affirmé que l'esprit de Mattie avait été empoisonné contre elle. Mais elle ne gagnera pas ce procès. Mais quand même,
le culot de cette femme. Dorothea est décédée en 1973 alors qu'elle avait 78 ans et on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Mattie et David. Notre prochaine histoire est étroitement liée à la marque Nike et à son slogan Let's Do It. Elle est relativement connue et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais saviez-vous que toute cette histoire aurait démarré avec une planche Ouija? Gary Mark Gilmore est né le 4 décembre 1940 à McCamey au Texas. Il est l'un des 4 enfants nés d'un petit escroc nommé Frank et de sa femme Bessie. Gary a connu une enfance troublée. La famille se déplaçait constamment dans le pays pendant que Frank exerçait son métier criminel. Ce qui a créé un environnement instable, surtout parce que le père Frank était alcoolique et qu'il avait des moments de rage et dans ces moments-là, il devenait violent. Au moment où Gary avait 10 ans, il vivait à Portland dans l'Oregon et le jeune garçon commençait à montrer des signes de problème. Après avoir absorbé le mépris de son père pour la loi, Gary s'est lui-même engagé dans une voie criminelle en commettant des petits délits dont la gravité a augmenté avec le temps. Quand il était adolescent, il a été arrêté pour vol de voiture et il a passé du temps à la McLaren Reform School for Boys avant d'être finalement détenu à l'établissement correctionnel de l'État de l'Oregon une fois arrivé à l'âge adulte. Mais la punition de Gary n'a rien fait pour le dissuader de futures infractions. Au contraire, ses crimes n'ont fait que s'aggraver, dégénérant en vol à main armée et agression, et il a rapidement passé autant de temps en prison qu'en dehors. Pourtant, malgré sa propension à la violence, Gary est également très intelligent. Il a consacré de nombreuses heures de son incarcération à écrire de la poésie, à créer des œuvres d'art. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait un certain potentiel, quoi. En 1972, ses talents ont valu à Gary une libération conditionnelle afin qu'il puisse suivre des cours d'art dans une université communautaire. Mais au lieu de bien se tenir, il a rapidement commis un autre vol et a été condamné à 9 ans de plus. Alors qu'il purgeait sa peine dans un établissement à sécurité maximale de l'Illinois, Gary a entamé une correspondance avec sa cousine Brenda Nicole, qui est devenue convaincue que son cousin méritait une seconde chance. C'est avec son aide qu'en 1976, il a de nouveau été libéré sous condition, cette fois pour vivre avec Nicole à Provo, où elle l'aiderait à trouver du travail et lui apporterait le soutien dont il avait besoin pour recommencer à zéro. Mais clairement, après une brève tentative de vie dans le droit chemin, Gary est retombé dans ses anciens travers et a commencé une descente aux enfers qui deviendrait incontrôlable. Au même moment, pendant qu'il vivait à Provo, Gary, qui avait alors 35 ans, a commencé une relation avec Nicole Baker Barrett, qui elle avait 19 ans, mais quand son comportement est devenu de plus en plus menaçant, elle l'a quitté quelques mois plus tard, et leur séparation n'a fait que souligner encore plus l'incapacité de Gary à s'adapter à la vie à l'extérieur en fait. Le 19 juillet 1976, Gary a volé le gérant d'une station-service, Max Jensen, sous la menace d'une arme à Oren dans l'Utah. Malgré le fait que Jensen lui ait donné tout ce qu'il voulait, Gary lui a tiré 2 balles dans la tête et l'a tué. Le lendemain à Provo, il a volé le directeur du motel Ben Bushnell, qui, comme Jensen, s'est conformé aux demandes du criminel, mais a quand même été tué par balle. Gary s'est accidentellement tiré une balle dans la main lors de l'attaque, et lorsque le mécanicien qui réparait le camion a remarqué sa blessure, il a averti la police. En cherchant de l'aide pour se soigner, Gary a contacté sa cousine, mais elle a également appelé la police. Il a finalement été arrêté à la périphérie de la ville peu de temps après. Bien qu'il ait admis avoir tué les 2 hommes, il n'y avait pas assez de preuves dans le meurtre de Jensen, donc Gary n'a été jugé que pour le meurtre de Bushnell. L'affaire a été jugée le 5 octobre 1976 et n'a duré que 2 jours. Après une délibération vraiment rapide, le jury a déclaré Gilmore coupable de meurtre au premier degré et il a été condamné à mort. Il avait le choix du mode de son exécution, donc Gary a choisi d'être abattu et la peine devait être exécutée le mois suivant. Je pense qu'à partir de là, Gary, il en avait vraiment marre de la vie, de tout, de ses bêtises, tout le temps.
parce qu'il a commencé à vraiment combattre les gens qui essaient de l'aider à éviter sa peine de mort. Lorsque les avocats de Gary ont tenté de faire appel, il les a renvoyés en choisissant d'accepter son sort. Son refus de faire appel, ça a poussé l'American Civil Liberties Union à faire des tentatives acharnées pour arrêter l'exécution au nom des nombreux prisonniers condamnés à mort à travers les États-Unis. Il y a eu de nombreuses batailles juridiques ensuite, au cours desquelles Gary a tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises, puis a entamé une grève de la faim pour protester contre le retard de son exécution. Lorsque sa mère a tenté d'intervenir en sa faveur, il a également fait publier une lettre dans la presse pour lui demander d'arrêter. Il était vraiment déterminé à en finir. Le 17 janvier 1977, Gary a été exécuté par un peloton d'exécution volontaire dans la prison d'État de l'Utah à Draper. Ses derniers mots avant l'exécution ont été « Let's do it », ce qui lui a valu une renommée posthume puisque le directeur de la publicité Dan Vieden a crédité ses mots d'adieu comme l'inspiration du slogan de Nike. Mais si sa mère Bessie a essayé de l'aider, ce n'était pas un hasard ou à cause d'un amour maternel comme les autres. C'est parce qu'elle était convaincue que Gary était possédé depuis son enfance et qu'il n'était pas responsable de ses actes. Tout a commencé quand Bessie Gilmore aurait contacté un démon enfant alors qu'elle jouait avec une planche Ouija. Oui, j'ai bien dit un démon enfant. Apparemment, ça existe. Elle pensait que cette entité s'était attachée à sa famille après que ses 2 sœurs aient été paralysées et tuées. Elle communiquait avec ce démon enfant, puis plus rien ne se passa jusqu'à ce que des années plus tard, Bessie se soit mariée et ait commencé à vivre avec sa belle-mère Faye, qui était médium. Après une séance Ouija spéciale qu'elle avait effectuée seule dans le sous-sol, elle serait remontée à la maison pour découvrir sa belle-mère. Épuisée, elle aurait alors dû l'aider à se coucher en la portant jusqu'à son lit. Plus tard, elle se serait réveillée avec un sentiment d'être touchée, et en se redressant, elle aurait vu un visage inhumain la regarder dans l'obscurité. Sous le choc, elle se serait tournée pour faire soudainement face à Faye, titubant vers elle. La femme lui aurait dit de sortir en criant « Elle sait qui vous êtes » et en le répétant plusieurs fois. Se précipitant à travers la maison pour récupérer ses enfants avant d'essayer de fuir, Bessie aurait découvert la créature se tenant au-dessus du lit de son fils en le regardant droit dans les yeux. Selon elle, son fils n'aurait plus jamais été le même après cet épisode et elle était persuadée que l'entité démoniaque avait pris possession de son fils ce soir-là. Bessie a alors attribué au démon qui habitait en lui les horribles crimes qu'il avait commis une fois adulte. Il existe 8 théories sur la façon de fonctionner des planchettes et plateaux Ouija. Première théorie, les personnes qui touchent la planchette la déplacent et écrivent les mots. Mais cette théorie, elle est souvent réfutée par le fait que sous les mains de personnes n'ayant aucune connaissance des clients qu'elles ont en face, la planche a donné correctement les noms de personnes, les noms de leurs parents absents, les lieux de leur résidence, etc., qui étaient absolument inconnus de tous, à l'exception du client. Deuxième théorie, c'est de l'électricité ou du magnétisme. Apparemment, c'était une théorie assez populaire. Les gens ont fait valoir que puisque les aimants étaient utilisés pour simuler des activités dans les séances, ils pouvaient aussi être utilisés pour truquer la planchette, ce qui est bien sûr possible, mais la plupart des gens qui utilisent la planchette comme jeu de société ne vont pas installer un système complexe d'aimants juste pour impressionner leurs amis, quoi. Troisième théorie, le diable. Beaucoup de personnalités religieuses l'ont condamné comme étant l'œuvre du diable. On ne peut pas vraiment réfuter ce point parce qu'il dépend des croyances de chacun, et si on en débattait, ce serait sans fin. Quatrième théorie, une mentalité flottante et ambiante. Cette théorie prétend que c'est la conscience des personnes présentes dans la pièce qui fait bouger la planche. En gros, le mental de toutes les personnes qui sont présentes dans le cercle formerait une espèce de force invisible qui sortirait de l'esprit des gens et qui ferait bouger la planchette en donnant les bonnes réponses parce que l'inconscient les connaît. Cinquième théorie, les démons. C'est le spiritus mundi, le monde des esprits, qui jouerait avec nous grâce au plateau. Donc on en revient un petit peu à la théorie du diable.
Sixième théorie, un principe de la nature encore inconnu. C'est une théorie que je trouve reliée à la septième théorie, les esprits des morts. Il est possible que nos ancêtres disparus communiquent avec nous par différents moyens, dont les planches Ouija, et que nous n'ayons juste pas les connaissances nécessaires pour savoir l'identifier. Huitième théorie, et c'est la plus folle selon moi, la théorie de la planchette elle-même. Donc dans cette théorie, la planche Ouija serait intelligente et elle pourrait répondre aux questions et même souvent correctement y répondre. Ces 8 théories sont les plus répandues, mais il se peut que finalement la réponse soit encore ailleurs et que la planche marche d'une façon que l'on n'a pas encore imaginée, ou bien tout simplement qu'elle ne marche pas du tout et ne soit qu'un jouet en bois pour se faire peur le soir. En tout cas, ces 2 histoires criminelles sont effrayantes, mais si pour moi la première est surtout la manipulation d'une mère sur sa pauvre fille impressionnable de 14 ans, la seconde me paraît beaucoup plus troublante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et surtout dites-moi si vous avez déjà utilisé une planche Ouija, et si c'est le cas, si vous avez vécu des expériences étranges. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je prévois de faire une sortie de plusieurs vidéos, enfin d'une vidéo qui sera en plusieurs parties parce que c'est un vraiment gros sujet sur les histoires de sorcellerie en France et en Europe. Ça va être vraiment un gros dossier, donc voilà. Quand on dépassera les 1000 abonnés, j'ai prévu de vous sortir la première partie qui va être assez conséquente et qui, je pense, va vous intéresser beaucoup parce qu'on en a très peu parlé et que ces histoires sont françaises. Je veux dire, on parle pas des procès de Salem, on parle pas, non, on parle de la France et on pourra aussi aborder celle de l'Europe, mais il y en a déjà beaucoup en France qui sont pas si connues que ça. En attendant de vous lire, moi je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez regardé Rétrocrime.